Hello, c'est Morgan et aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous parler de l'ère dans laquelle on se trouve, l'ère du tout mesurable. La production de données de toute nature, qu'elle soit personnelle, statistique ou économique, connaît depuis quelques années une croissance exponentielle. La maîtriser représente aujourd'hui un enjeu majeur, tant sociétal qu'économique. Nous sommes vraiment rentrés dans l'ère du tout mesurable. Votre carte de fidélité, votre smartphone, vos données de santé sont autant de moyens utilisés pour collecter de la donnée sur vous. Aujourd'hui, chaque action que vous allez faire sur ce monde numérique engendrera la création d'une donnée qui va être stockée, puis exploitée. Certains s'émerveillent de cette masse de données stockées, d'autres trouveront cette intrusion non voulue désagréable et regretteront cette perte d'intimité. Dans cette vidéo, pour vous aider à y voir plus clair, j'aimerais répondre à 3 questions. La première est comment cette ère va changer notre vie? Quelles sont les opportunités et quels sont les dangers? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander de soutenir cette chaîne en vous abonnant. Parce qu'aujourd'hui cette chaîne est encore petite et chaque abonnement va m'aider à créer du contenu de meilleure qualité et va créer plus de contenu et plus d'engouement dans cette création. Comme le télescope qui nous a permis de découvrir l'espace et de mieux le comprendre, les capteurs ont envahi notre monde afin de le rendre mesurable en tout point, afin de mieux le comprendre. Cette collecte massive de données n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, la collecte de données était seulement réservée à l'État, la finance, l'économie et la recherche. Par exemple, récolter des données d'un marché boursier à un temps T0, c'est comme faire une photographie du marché de la finance à un moment précis. Le but étant de comparer les photographies avec des outils statistiques afin de savoir comment ce système évolue et afin de mieux le comprendre. À partir des années 1990, on assiste à une explosion de la collecte de données et de la création d'indicateurs. La collecte de données et les instruments statistiques ne sont plus devenus des outils pour le gouvernement pour savoir comment évolue leur politique publique, mais c'est démocratisé et a été utilisé par les entreprises. Ce système de collecte et d'exploitation de la donnée a été utilisé et s'est développé jusqu'à nos jours, où nous sommes aujourd'hui à l'heure du big data. Nous sommes passés d'une ère où nous collections seulement des variables et des données structurées sur lesquelles on voulait faire des analyses, à aujourd'hui une ère où on va stocker absolument tout. On va stocker plus seulement des données structurées, mais par exemple de la vidéo, du son, des images, des tweets, des documents, tout ce qu'on peut trouver sur internet, des logs. On va tout stocker en amont et ensuite, en fonction de l'application qu'on veut l'effectuer, on va chercher telle ou telle donnée. Si l'on numérisait toutes les communications et les écrits que l'on a pu faire depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 2003, il faudrait 5 milliards de gigabits pour le stocker. Aujourd'hui, nous générons ce volume d'informations en une journée seulement. Et ces données, ça va créer des indicateurs, des dashboards, mais aussi des applications d'intelligence artificielle. Parce que ces applications ont besoin d'énormément de données pour être efficaces. Comme le dit si bien Andrew Ng, un des pionniers de l'intelligence artificielle, les données, c'est le nouveau pétrole, et l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle électricité. Cette nouvelle vague de collecte de données et d'applications est en marche, son ampleur est inédite, et ses conséquences, bien qu'encore difficiles à évaluer, sont considérables. On peut le voir ses conséquences par exemple aujourd'hui sur des applications, avec toutes les données qu'ils ont pu collecter, Google, Facebook et YouTube, peuvent créer des applications très personnalisées. Cette révolution touche à grande vitesse un nombre croissant de domaines, comme la culture, l'information, le travail, les transports, la finance et même l'amour. Tous ces domaines sont désormais outillés par des algorithmes. Cette nouvelle ère ne nous veut pas de mal, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste une nouvelle façon de fonctionner. Il faut comprendre ce qu'elle implique et connaître son lot d'opportunités et de dangers. Permettre de récolter plus de données va nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de mieux interagir avec. C'est l'exemple des Smart Cities qui vont mettre des capteurs partout dans la ville pour mieux trier les déchets, mieux gérer l'énergie, mieux gérer les transports et la vie des citadins. Et toutes ces données récoltées, couplées avec l'intelligence artificielle, ouvrent les portes de toutes nouvelles innovations. Par exemple, les fréquences cardiaques récoltées par les montres connectées vont nous permettre par la suite de mieux soigner les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Par exemple, les données que vous laissez à la ville en utilisant les transports vont permettre à la ville de mieux organiser les transports en commun pour qu'ils soient efficaces pour tous. Les données récoltées par exemple par Tesla quand vous conduisez une voiture Tesla vont permettre par la suite de créer des voitures totalement autonomes. Les données collectées par votre montre connectée pendant votre sommeil vont pourquoi pas donner lieu à la création d'un lit connecté qui s'adaptera à vos phases de sommeil pour vous réveiller tout en douceur. Le marché publicitaire nourrit l'espoir de créer des publicités tellement hautes en valeur et tellement personnalisées qu'elles ne seront plus perçues comme intempestives pour les utilisateurs, mais comme une information comme toutes les autres. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre quand on collecte des données sur vous,
c'est par exemple, on ne va pas vous épier. On va pas dire, Morgane, 26 ans, se balade toujours dans cette partie-là de la ville, achète telle chose, etc. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos données, les mettre dans des serveurs, les anonymiser, donc on ne pourra plus retracer que c'est bien vous. Ces données anonymisées seront agrégées avec des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes. Et en fait, ce qu'on va essayer de retirer de cette base de données de millions de personnes, c'est des schémas communs à des milliers de personnes, pour mieux comprendre les utilisateurs et mieux comprendre ce qu'ils veulent, mieux comprendre comment ils agissent, pour leur proposer des solutions toujours plus personnelles et performantes. Le but de collecter des données sur toutes les facettes de nos vies, c'est de créer des systèmes, des applications pour nous augmenter. C'est-à-dire nous épauler dans toutes les facettes de notre vie afin de pouvoir progresser et démultiplier notre impact. Il y a une phrase de Luc Julia que j'aimerais partager avec vous et qui résume bien cette idée. Vos objets connectés sont autant d'instruments dans un orchestre dont vous êtes le chef. C'est vous qui décidez quand et comment les utiliser. Ils sont à votre service afin de vous offrir un quotidien plus harmonieux. Bien sûr, cette nouvelle ère n'est pas tout rose, il y a bien entendu de nouveaux dangers. Même si au nom de l'efficacité et de la personnalisation, cette collecte de données et ces calculs colonisent notre univers, elles ne sont pas toujours dans notre intérêt. Car bien sûr, les entreprises personnalisent leurs produits, collectent des données sur vous afin de rendre le produit plus efficace et qui vous plaise le plus, mais prenons Netflix. Quel est son but ? Son but, c'est que vous consommiez le plus de séries possible et que vous restiez le plus longtemps sur son application. Le but, qui est très louable, est de personnaliser leurs produits pour qu'ils vous sied au mieux et pour que vous ayez des meilleures conditions d'utilisation. Mais aussi, le but, c'est que vous deveniez addict et vous passiez tout votre temps sur l'application. Comme l'a affirmé Reed Hastings, le CEO de Netflix, le plus gros concurrent du service de streaming n'est pas Amazon Prime, mais le sommeil. Il ajoute que, le plus souvent, entre le sommeil et votre série préférée, Netflix finit par gagner. On va prendre un nouvel exemple. Facebook et YouTube, quels sont leurs business models ? Le but de ces entreprises, c'est de collecter le maximum de données sur vous. Donc pour cela, il faut que vous connectez le plus longtemps possible. Plus vous connectez, plus ils prennent des données sur vous. Ils vous font un profil très détaillé. Ils revendent ce profil à des publicitaires, et que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, il y a des pubs qui vous ciblent et qui vous suivent tout au long de votre utilisation des produits. Et plus vous restez, plus ça sera ciblé, plus il y aura de publicité, et plus les publicités vont valoir cher. Donc ces services vont vous pousser à procrastiner et rester le plus longtemps possible dans leur plateforme. Il faut garder en tête que lorsqu'on utilise un produit gratuit, il ne l'est pas réellement. C'est juste que votre utilisation du produit génère plus d'argent que l'entretien et la création de cet environnement. D'où la phrase « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Il y a des domaines particulièrement sensibles sur la collecte de données et l'utilisation des données. Par exemple, le domaine médical et le domaine bancaire. L'enjeu est bien sûr de respecter les législations en vigueur, mais aussi de faire en sorte que les données restent confidentielles. Comme toute information, la donnée peut avoir plusieurs propriétaires. Mais répondre à la question « à qui appartient la donnée ?» n'est pas toujours évident à répondre. La réponse à cette question conditionne les modèles économiques futurs et plus globalement la société des données que nous sommes en train de bâtir. En Europe, le consensus célèbre que la donnée, quand elle a un caractère personnel, appartient d'abord et avant tout à l'individu. C'est grosso modo la philosophie de la RGPD, le règlement européen de protection des données. Ce n'est pas la même philosophie aux États-Unis, où la donnée est propriété de celui qui la mesure. C'est pour ça qu'on a l'explosion de géants comme Facebook, Amazon, YouTube, Google. Quant à la Chine, elle s'appuie sur un troisième modèle, où in fine, c'est le gouvernement qui possède et exploite toutes les données. Aucun de ces trois modèles n'est parfait, c'est précisément pour cela qu'ils doivent être débattus. Le modèle chinois présente le risque du développement d'une dictature numérique, comme Brick Brother dans le roman 1984 de George Orwell. Le modèle américain conduit au développement de monopoles privés de la donnée qui génèrent des capitalisations boursières exceptionnelles. Le modèle européen présente un risque d'un autre ordre. En donnant la haute main à l'individu, on privatise des données dont la production est collective, ce qui complique fortement le développement d'applications à des fins sociétales. Le dernier risque, c'est la protection des données contre les hackers. Quand des entreprises collectent les données, elles ont le droit de les collecter, de les garder, mais elles doivent être garantes de leur sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il est difficile de faire confiance à tous les intermédiaires pour être garant de la sécurité de vos données. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. Et surtout, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à cette chaîne, parce qu'elle est encore petite. Et le fait que vous vous abonnez, ça va m'aider à créer davantage de contenu, des contenus de meilleure qualité, de passer du temps et de donner plus d'engouement sur la création de contenu. Allez, merci à tous et bye bye.